Nicolas Cerciron est président du CADTM France. Donc le CADTM, c'est le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors Nicolas m'arrêtera, mais c'est une, si jamais je dis des bêtises, mais l'association du CADTM est une association donc, qui lutte depuis des années pour l'annulation de la dette, ou en tout cas pour une revalorisation de cette dette, c'est-à-dire à travers les audits qui sont proposés dernièrement, ce qui fait un peu de bruit, par exemple en Grèce, en Équateur, restructuration, voilà. Donc c'est une dévalorisation. D'accord, oui, dévalorisation. Dévalorisation, c'est le mot adapté. Donc voilà, c'est une association qui, si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe en Grèce à l'heure actuelle, qui travaille énormément sur la Grèce, qui travaille sur le problème de la dette en Équateur également. C'est une association qui est née également en Belgique, si jamais il me semble, en 90. Donc voilà. Donc Nicolas est venu à notre invitation. Donc nous sommes l'association Survie. Afin de vous présenter l'association, pour ceux qui ne la connaissent pas précisément, l'association Survie est une association nationale avec plusieurs antennes sur le territoire français, dont Survie Gironde que nous représentons ici. C'est une association qui lutte sur trois axes principaux. D'une part contre la France-Afrique, donc le système mafieux qui existe entre gouvernants et les grandes entreprises françaises et gouvernements africains depuis la fin des colonies. Donc sur ce premier axe, sur également l'accès aux biens publics à l'échelle mondiale pour tous, et enfin pour la reconnaissance du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, et donc plus précisément sur le rôle qu'a pu avoir la France sur cette période. Donc voilà pour l'association Survie. Je vais laisser la parole à Nicolas qui donc, va nous parler de sujets qui tournent autour de son livre, dette et extractivisme. Il va nous parler essentiellement de ces deux points au cours de la conférence, en espérant donc que l'on puisse régler les problèmes techniques que nous avons à faire. Bonsoir à tout le monde. Ouais, c'est vraiment typiquement l'extractivisme dans toute sa splendeur, c'est-à-dire le pillage des ressources naturelles pour le profit des multinationales et de gouvernements qui sont complètement complices de ces multinationales. Moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Dette et extractivisme » pour essayer de comprendre comment tout ce système fonctionne. C'est un livre de liens. Et là où on voit les gaz de schiste, aujourd'hui les gaz de schiste ne sont plus d'actualité pour la bonne raison que le prix des matières premières se sont pas écroulés mais ont fortement baissé, puisque le pétrole est passé pratiquement de 115 $ à 45, et toutes les matières premières sont descendues comme ça de la moitié, voire moins. Et donc les gaz de schiste ne sont pas rentables en dessous de 60 $, l'équivalent en baril, les gaz et les pétroles de schiste. Donc aujourd'hui on n'en parle pas, mais ça pourrait très bien revenir rapidement. Donc ce qui est intéressant dans ce film, c'est ce phénomène du pillage des ressources naturelles. Parce que là c'est le pétrole et le gaz, mais en fait les détenteurs de capitaux et les pays riches avec eux pillent depuis, on va dire, pour ce qui est de l'Europe, depuis 5 siècles. En fait, depuis Christophe Colomb, on s'est mis à piller les pays étrangers. Et en fait, depuis 5 siècles, ça a changé de forme, il s'est passé beaucoup de choses, mais ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est ce qui fait qu'on est si riche par rapport à d'autres pays, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, un tiers de la population mondiale, selon la FAO, ne mange pas suffisamment pour avoir une vie active. Un tiers. On dit qu'il y a 800 millions de gens qui sont affamés, mais il y a un tiers de la population qui ne mange pas suffisamment. Donc, pourquoi? Voilà, la question c'est pourquoi? Eh bien, la réponse c'est parce qu'on les pille, on a commencé avec le commerce triangulaire, donc on a pillé les ressources humaines en important des esclaves d'Afrique qu'on a emmenés en Amérique du Sud pour produire
du coton, du tabac, du cacao, toutes choses qu'on n'avait pas. Et un esclave vivait entre 6 et 9 ans. Hein, c'était la force de travail à l'époque, c'était les esclaves. Hein, c'était des conditions absolument effroyables. Et ils ont, entre autres, travaillé dans les mines d'or et les mines d'argent. Potosí, par exemple, où 6 millions de personnes sont mortes. Et Potosí existe encore aujourd'hui. Hein, des quantités énormes d'or et d'argent sont arrivées en Europe, en Espagne en particulier. Et ça a duré 3 siècles. Jusqu'au moment où on a trouvé une autre force de travail qui s'appelle le charbon, la machine à vapeur. Et ça a provoqué, en fait, la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, c'est le moment de la fin de l'esclavage, mais c'est le moment aussi des colonisations de l'ensemble des continents par les Européens. Hein, parce que la démultiplication des possibilités de transport, d'exploitation, le chemin de fer, etc., les bateaux à vapeur, ont permis de démultiplier donc la transformation des matières premières et donc le besoin de matières premières. Et la colonisation de tous les continents, c'est ce besoin de matières premières. Hein, la colonisation des États-Unis par les Européens et les 50 millions d'Amérindiens qui ont été massacrés, ça correspond à ça. Hein. Les États-Unis, c'est l'Europe, enfin, c'est une colonie européenne, même si aujourd'hui les États-Unis ont pris une totale indépendance. Et cette période de colonisation, donc de travail forcé, puisque c'était plus l'esclavage, c'était du travail forcé, a duré moins d'1 siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au moment des décolonisations. Les premières décolonisations, c'est l'Inde. Il ne faut pas oublier que l'industrie textile anglaise s'est construite en pillant les savoir-faire indiens et en pillant le coton produit par l'Inde, et en empêchant les Indiens de vendre leur coton, leur fabrication avec du coton. Donc cette décolonisation qui a commencé en 1947 en Inde s'est continuée jusque dans les années 60, jusqu'à 1975 pour certains pays, détenus par le Portugal. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que au moment où les armées coloniales d'occupation qui imposaient le travail forcé aux peuples colonisés, eh bien, à ce moment-là, le plan Marshall, la victoire des États-Unis sur les nazis sont à la base de la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui. Et cette société de consommation, elle implique encore plus de pillage des ressources naturelles, hein, parce que c'est une société de gaspillage. Je veux dire, avant la guerre, ok, il y avait une industrie, mais il y avait une forme de sobriété. La consommation n'existait pas ce mot n'existait pas, c'était l'usage économe des objets, des choses, etc. Donc la société de consommation, elle s'est imposée parce que bon, on pouvait avoir toutes ces richesses, mais comment on les a obtenues après la guerre alors que les armées coloniales avaient quitté ces pays? Eh bien, c'est en leur imposant la dette illégitime. Et aussi, bien sûr, en assassinant tous ceux qui avaient pris le pouvoir, les nationalistes qui avaient réussi à prendre le pouvoir dans leur pays et qui ne voulaient pas continuer, qui n'acceptaient plus ce pillage et de voir toutes les richesses, qu'elles soient minières ou agricoles, de leur pays partir sans être payées. Ils ont été assassinés, ils ont été remplacés par des corruptibles. Hein, voilà. Le type même, c'est Lumumba Mobutu, mais plus tard, en 87, c'est Sankara Compaoré, etc., etc. Donc, Allende, Pinochet. Et en fait, ces corruptibles, on les a corrompus avec de la dette. C'est-à-dire, on les a contraints à accepter d'emprunter de l'argent auprès des pays comme la France ou de la Banque mondiale, etc., et de détourner cet argent. Le but, c'était qu'ils détournent cet argent. Et ainsi, on a réussi à créer des bourgeoisies compradors qui ont dirigé leur pays pour le bien-avoir des multinationales et des pays industrialisés, et pas du tout pour le bien-être de leur population. Le premier exemple de ça, c'est quand la Banque mondiale, au moment des indépendances, a demandé aux pays nouvellement indépendants de payer la dette qui correspondait à des emprunts faits par exemple par la France auprès de la Banque mondiale, pour
construire un pont en eau profonde, un chemin de fer pour apporter, par exemple, de l'uranium du Gabon vers le port de Libreville ou du magnésium, etc., etc. Et donc, quand ces pays ont été indépendants, la Banque mondiale a dit, bah, toi, le Gabon, tu vas me rembourser ça, ou je ne sais pas si c'est le cas, mais ou le Congo, ou le Sénégal, ou n'importe, vous allez rembourser les investissements, enfin, les emprunts qui ont été faits pour des investissements dans votre pays. Parce qu'évidemment, la France a dit, non, moi, je ne rembourse pas, j'y suis plus, c'est plus mon truc. Et donc ça s'appelle une dette odieuse. C'est une dette qui n'a pas été consentie par la population, qui n'a pas été utilisée pour le bien-être de la population, alors que le prêteur connaissait ces deux vices du consentement, ces manques de consentement au contrat qui lie l'emprunteur et le prêteur. L'emprunteur, oui c'est ça, et le prêteur. Et donc ça s'appelle une dette odieuse qui n'a pas à être remboursée par le régime suivant. Mais évidemment, comme les vrais décideurs démocrates ont été mis de côté, ont été assassinés, eh bien cette dette a quand même été remboursée. Et elle a mis ces pays dans l'obligation, eh bien, comment rembourser? Eh bien, en exploitant encore plus leur richesse naturelle, leurs ressources naturelles, en transformant encore plus leur agriculture vivrière en agriculture d'exportation, c'est-à-dire à la place d'une agriculture vivrière, eh ben, tu vas cultiver du cacao, de la banane, du café, etc., que tu vas exporter. Et quand tu auras exporté toutes tes ressources naturelles, eh bien, tu vas pouvoir exporter une partie des devises que tu as acquises au titre du remboursement de la dette. Dette évidemment illégitime parce que soit elle était odieuse, soit c'était de l'argent qui avait été détourné par les bourgeoisies au pouvoir. Mobutu, quand il a quitté le pouvoir en 87, sa richesse était équivalente à la dette du pays, c'était de l'ordre de 10 milliards de dollars. C'est une somme considérable pour un pays comme le Congo, RDC, à l'époque Zaïre. Et donc ce principe-là a permis eh bien, à nos pays de créer des emplois par la transformation des matières premières, de créer de la plus-value, alors que eux, on leur imposait d'exporter leur matière, leur richesse naturelle en brut. Et donc, c'est vraiment là la base, cette jonction entre l'extractivisme et la dette, qui a permis à nos pays de devenir si riches, parce qu'au moment des colonies, il n'y avait pas une grande différence entre un paysan sénégalais et un paysan ardéchois. Il n'y avait pas de différence de niveau de vie, alors qu'aujourd'hui, c'est considérable. Aujourd'hui, à Madagascar ou au Bangladesh, une femme qui coud nos vêtements, elle est payée $40 pour 200 heures par mois, $40. Aujourd'hui, un smigard, il coûte 2 000 €. C'est pas qu'il gagne 2 000 €, mais avec les cotisations retraite, etc., les cotisations vieillesse et tout, eh bien, un smigard coûte entre 2 000 et 2 500 €. Eh bien, non, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien pour une femme bangladeshie qui coud nos vêtements. C'est 40. Ce différentiel de niveau de vie, il est absolument insensé. Et comment peut-on l'expliquer autrement? Eh bien, on l'explique par tout ce système d'asservissement par la dette et d'obligation d'exporter. Alors, moi, je dis, l'extractivisme, c'est le pillage des ressources naturelles, ok, végétales, fossiles, minières, tout ça, comme je l'ai dit, les forêts, tout, mais c'est aussi, évidemment, le pillage des ressources humaines, on fait travailler les gens pour pas un rond, et c'est le pillage des ressources financières, puisqu'on les oblige. On oblige ces populations à rembourser une dette dont elles n'ont pas profité. La dette illégitime, c'est une dette dont on est victime. Ce n'est pas une dette qui nous a profité. Est-ce que la France, qui est endettée de 2 000 milliards d'euros aujourd'hui, presque 100% de son PIB, est-ce que la dette de la France est légitime? Là, c'est une vraie question. Eh bien non, la dette de la France n'est pas légitime. Est-ce qu'on a profité de l'endettement de la France? Non, pas du tout. En tant que population, on n'en a pas profité. Pourquoi? Parce que en 1973, on a obligé le gouvernement à emprunter auprès des banques privées et ne plus emprunter auprès de la Banque de France, donc à des taux beaucoup plus élevés, parce que les gouvernements successifs comme Chirac et Sarkozy ont baissé les impôts des plus riches, ont baissé les impôts des entreprises et ont laissé ces gens-là cacher une partie de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, hein, ce qui fait que, évidemment, alors que le budget était en déficit, ils baissaient les impôts, donc on empruntait à chaque fois, et on empruntait aux banques à des taux plus élevés. Est-ce que c'est légitime tout ça? Est-ce que ça nous a profité? Alors qu'on sait que depuis 30 ans,
grosso modo, les dépenses du gouvernement en relation avec le PIB, les dépenses publiques, hein, c'est-à-dire tout ce que les administrations dépensent pour l'éducation nationale, etc., eh bien ces dépenses publiques n'ont pas varié en fonction du PIB. Il n'y a pas eu, on nous a traité de cigales, etc. après 2008. Non, on ne s'est pas comporté en cigale. Il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas eu d'augmentation des dépenses, contrairement à ce qui est dit. Et donc tout ça crée une illégitimité de la dette, c'est-à-dire qu'on nous demande on nous demande d'accepter qu'on baisse les services publics, qu'on privatise une partie, qu'on fasse des assurances complémentaires privées à la place de la sécurité sociale, etc., au nom du fait que les caisses sont vides. Mais on les a vidées volontairement. Les gouvernements successifs se sont privés de recettes volontairement. Et ce qui permet derrière de pouvoir privatiser. Et c'est ce qui s'est aussi passé dans les pays du Sud. Quand le FMI est intervenu pour prêter aux pays du Sud qui étaient en 80 en faillite parce que le prime rate avait augmenté et que une grande partie de leurs prêts était indexée sur le prime rate, le taux de référence états-unien, eh bien le FMI leur a imposé de privatiser leurs entreprises, de baisser leur protection douanière et de laisser entrer les produits comme le blé, etc., produits en Europe, qui sont des produits subventionnés, y compris les poulets, et qui ont mis en faillite les paysans sénégalais, les paysans camerounais, qui ne pouvaient plus être concurrentiels avec du blé qui est subventionné très fortement, ou des poulets qui arrivaient congelés, etc. Et donc, ça, c'est un délire. C'est-à-dire que d'un côté, on les oblige à exporter des matières brutes, et de l'autre côté, on les oblige à importer, enfin on les oblige pas, mais on fait une concurrence complètement déloyale avec leur production végétale et minière, et tout ça grâce à la dette. C'est-à-dire, la dette est le nœud de ce truc-là, puisque le FMI dit, pour rembourser, vous devez baisser vos dépenses, vous devez ouvrir vos frontières, vous devez privatiser, vous devez laisser les capitaux entrer et sortir librement. Les entreprises qui investissent chez vous, eh bien, elles doivent pouvoir rapporter leurs capitaux, leurs bénéfices à la maison mère, etc. Et donc, cet ensemble de système a complètement appauvri ces pays-là et nous a énormément enrichis, à tel point que quand on compte quand on essaie de vérifier si les transferts sont positifs ou négatifs vers les pays en développement, c'est-à-dire l'ensemble des prêts qu'ils ont reçus, voire quelques dons, et ce qu'ils ont remboursé, eh bien, sur 20 ou 30 ans, on s'aperçoit qu'ils ont remboursé beaucoup plus qu'ils n'ont reçu. Et que donc, en fait, c'est de l'ordre de plusieurs plans Marshall qui, au cours des 20 ou 30 dernières années, ont été exportés vers les pays du Nord par les pays du Sud. Quand on entend dire « Ah, on les aide tellement », on les aide absolument pas. C'est absolument faux. On profite financièrement des remboursements et on profite de leurs ressources naturelles qu'on transforme. Et, par exemple, la Banque mondiale n'a jamais financé l'industrialisation pour la transformation sur place des matières premières. Jamais. Voilà. Et elle n'a jamais financé non plus une agriculture vivrière et familiale. Elle n'a jamais aidé une agriculture vivrière et familiale. Même aujourd'hui, la Banque mondiale s'arrange pour faire que, par exemple, les propriétaires aient des droits de propriété sur leurs terres. Dans plusieurs pays, en disant c'est bien, il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas si, mais il faut qu'ils aient des droits de propriété. Mais au bout du compte, une fois que les petits paysans ont des droits de propriété, s'ils ont un problème, eh bien ils vendent et ils se retrouvent dans les bidonvilles parce qu'ils ont un problème, c'est-à-dire soit un problème de santé, soit un problème de récolte, et ils se retrouvent dans les bidonvilles et ils ont perdu leurs terres. Et maintenant, on installe le productivisme à la place, et c'est tout le système d'accaparement des terres qui se produit, qui est de l'ordre de selon l'association de grains, entre 150 et 200 millions d'hectares ont été accaparés ces 10 ou 20 dernières années. Et l'accaparement des terres, c'est absolument effroyable, puisque c'est un pillage et extractivisme typique, puisque l'accaparement des terres, ça conduit à ce que des entreprises des entreprises financières transforment des terres qui étaient à l'origine des terres vivrières ou des terres de parcours en production de maïs ou d'agrocarburants pour les pays du Nord,
et au détriment de ces populations qui ont perdu leur terre et qui subissent une forme d'ethnocide, puisque leur territoire, c'était l'espace dans lequel elles avaient leur langue, leur tradition, leurs habitudes, etc. Donc, voilà, bon, je ne vais pas faire trop long parce que vous avez sûrement froid. Voilà, si vous voulez qu'on échange un petit peu, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, envie d'intervenir par rapport à ce que vient de dire Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait ce qu'on fait là, on le dénonce déjà, essayer de comprendre ça, comprendre que si on a une vie, plus ou moins tous, même dans des conditions inégales, une vie tout de même très facile par rapport à ces populations du Sud, et même, bon, il y a beaucoup d'inégalités chez nous, il y a aussi beaucoup d'inégalités là-bas, mais tout de même, le différentiel est absolument énorme. Ce qu'on peut faire, c'est déjà le dénoncer et ne pas accepter tous les mensonges du développement durable ou de la croissance verte, etc. Toutes les solutions bidons comme les échanges carbone avec le système RED qui consiste à ce que les entreprises achètent ce qu'ils appellent des puits de carbone. Ils achètent des terres en disant, ben voilà, ça c'est un puits de carbone, donc puisque j'ai un puits de carbone en Amazonie, je peux polluer ici en Europe. Donc, si c'est un puits de carbone, alors plus personne n'a le droit d'y aller, c'est un puits de carbone, il ne faut plus toucher un arbre, etc. Donc il y a beaucoup de choses, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ces pillages, comme ils se produisent, et une fois qu'on les a compris, les dénoncer et dire qu'on ne peut pas vivre comme ça, que c'est pas possible, qu'on ne peut pas continuer dans un système aussi injuste, aussi énormément injuste, polluant. On ne peut pas, sous prétexte parce qu'on a besoin d'énergie, aller piller les gaz de schiste, foutre du méthane plein l'atmosphère et faire que d'ici quelques décennies, la température augmente et que la vie devienne de plus en plus difficile pour les générations présentes et futures. Une question. Vous n'avez pas le micro? C'était une sorte, par exemple, ce que vous proposez en tant que avec la CNSDM pour tout ce qui est la structuration de la dette ou les propositions simplement proposer aux instances qui sont en charge de ça, donc je sais que de Paris, ce genre de choses. Ce qu'on propose effectivement, c'est de faire un audit des dettes. C'est ce qui s'est passé en Équateur. C'est ce qui aurait dû se passer en Grèce, parce qu'il y a eu un audit fait en Grèce et que Tsipras n'a pas voulu en tenir compte. Et l'audit, c'est essayer de comprendre ce que sont les dettes d'un gouvernement. Est-ce que leur origine est légale, est légitime? Est-ce que le paiement de ces dettes est soutenable, par exemple? Soutenable, ça veut dire que, est-ce que en payant ces dettes, on respecte les droits humains? Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans plusieurs traités internationaux, on doit privilégier les droits humains, c'est-à-dire la santé, l'alimentation, le logement, sur le remboursement de la dette. Or, ça n'a pas du tout été respecté, par exemple, pour la Grèce. Et ça n'est pas du tout respecté depuis 30 ou 40 ans pour la plupart des pays africains. Ce n'est pas du tout respecté. On privilégie le remboursement de la dette sur la santé que la Banque mondiale a imposé d'être payante, l'éducation, la Banque mondiale a imposé que ce soit payant, etc. Les routes n'ont pas été entretenues, les infrastructures n'ont pas été construites au nom du remboursement de la dette. Et donc, faire un audit, c'est comprendre ça et montrer que c'est pas possible. Alors évidemment, le seul pays qui l'ait fait et qui aboutit, c'est l'Équateur, qui vraiment fait cet audit. Et il a fait faire un audit il a fait un audit citoyen, c'est-à-dire où tout le monde l'audit était transparent. Hein, et il a abouti, cet audit, à dire que l'essentiel de la dette de l'Équateur, en 2008, était illégitime. Et donc, Rafael Correa a décidé de ne pas en rembourser une grande partie. Et donc, comment ça s'est produit exactement? Là, c'est assez intéressant. Les dettes, ce sont des emprunts faits par les États. Hein, les dettes d'État, ce sont des emprunts qui sont faits auprès d'entités financières étrangères ou pas. Et donc, c'est
une reconnaissance de dette. Moi, gouvernement équatorien, j'emprunte $1 milliard à la banque machin américaine, et donc je signe une reconnaissance de dette. Donc cette banque détient une reconnaissance de dette, mettons pour $1 milliard à 10% par an, pendant 10 ans. Ok. Si sur le marché secondaire, ces dettes ont une autre valeur, c'est des dettes d'occasion. C'est-à-dire, sur la reconnaissance, il y a bien marqué 1 milliard, voilà, l'Équateur doit 1 milliard, mais si je n'ai pas confiance dans le remboursement de la dette, moi prêteur, si je n'ai pas confiance dans le remboursement de la dette, je vais essayer de vendre sur le marché secondaire ma dette à un prix plus bas. Parce que, voilà, je me dis, je préfère la vendre tout de suite à un prix plus bas, récupérer l'argent et aller l'investir ailleurs. Quand Rafael Correa a dit « je ne rembourserai pas la dette », le prix des emprunts faits par l'Équateur s'est écroulé sur le marché secondaire de la dette. Et donc, il a commandité une banque qui a racheté toutes les dettes de l'Équateur, environ à 30% de leur valeur. Donc, quand il y avait marqué 1 milliard, elles étaient rachetées à, mettons, 300 millions d'euros. Mais ça, bon, ça dépend, parce que la dette, ça dépend de la maturité de la dette, ça dépend de beaucoup de choses. Mais bref, il a grosso modo gagné 70% sur sa dette. Voilà, qui lui a permis d'investir dans le social, dans l'éducation, dans les infrastructures, et de faire tout un travail pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre la pauvreté, ce qui a été réussi. De ce côté-là, Rafael Correa a fait un super boulot grâce à l'audit. Et l'audit qui a été fait en Grèce n'a pas abouti. Tsipras n'a pas voulu en tenir compte, alors qu'il était bien clair dans l'audit qui a été rendu au mois de juin, ou au mois de juillet, je ne sais plus, de cette année, que les dettes étaient illégitimes, insoutenables, illégales et odieuses. Que les dettes de la Grèce, pour différentes raisons, que je ne vais pas vous évoquer là parce qu'on n'a pas le temps, mais Tsipras n'a pas voulu en tenir compte. Tsipras, c'est vraiment quelqu'un qui pose question. En fait, on a tous cru qu'il allait renverser la table, pas du tout, il n'a jamais eu l'intention de renverser la table. Quand on regarde le projet qui a été de Syriza, qui a été signé à Thessalonique avant que Syriza prenne le pouvoir et qui avait été écrit par Dragazakis, eh ben c'est un projet où on voit qu'on veut rester dans l'euro, mais on veut quitter l'austérité et faire changer les institutions, faire changer, obliger l'Europe à arrêter ces mémorandums qui mettent la population grecque dans un état lamentable, puisqu'aujourd'hui 30% de la population n'a plus accès à des soins de santé. Eh bien non, en fait, dans le projet de Thessalonique, il y avait une contradiction absolue, puisqu'il ne proposait pas de sortir de la dette, c'est-à-dire de mettre un moratoire sur la dette après un audit, ou même avant un audit, ça n'a pas d'importance, c'est de dire que, comme Rafael Correa l'a fait, je ne paye pas. Voilà, je ne paierai pas, je ne rembourserai pas ma dette parce qu'elle est illégitime. Il ne l'a pas fait, il n'avait pas cette intention-là. Enfin, c'est ce qu'aujourd'hui, moi je dis, mais je ne suis pas le seul à le dire. Donc c'est intéressant, l'audit, c'est quelque chose de très fort que dont les gouvernements ne veulent jamais entendre parler, bien entendu. Mais c'est un retour en démocratie, en fait, l'audit. Comprendre pourquoi on a baissé les impôts des plus riches en France, au nom du ruissellement, le trickle-down effect qui fait que si un riche est riche, puisqu'il est riche, il va pouvoir investir, comme ça les pauvres vont pouvoir s'enrichir, vont trouver du travail. On s'est aperçu, on le savait, mais ça a été reconnu officiellement que c'était un mensonge, que c'est bidon, que l'effet de ruissellement n'a jamais existé. On voit bien que les riches sont devenus de plus en plus riches et que les pauvres ne se sont pas enrichis parce que les riches sont devenus plus riches. Ça, c'est complètement bidon. Donc voilà, l'audit, c'est intéressant de comprendre tout ça. Pourquoi on a baissé les impôts des plus riches en France? Pourquoi on a baissé les impôts des entreprises? Pourquoi on laisse les paradis fiscaux exister? Il y a une complicité évidente entre les détenteurs de capitaux et le gouvernement. Je veux dire, Hollande, si on réfléchit bien, quand il a dit « mon ennemi c'est la finance », eh bien c'est ce jour-là qu'il a battu Sarkozy. Il a gagné les 1 ou 2% qui lui ont permis de battre Sarkozy avec un énorme mensonge, puisque tout de suite il a été dit aux Anglais « non, non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas mon ennemi, la finance, c'est pas vrai, je disais ça juste pour le baratin ». Donc voilà, l'audit c'est une arme très forte, mais cette arme, bon,
Oui, vous avez froid, hein, moi aussi. L'audit, c'est valable à condition que la population ait le droit de regard. Non, non, c'est un audit citoyen. Il faut absolument que la population ait un regard là-dessus, qu'elle s'en occupe elle-même. Ce n'est pas un truc de spécialiste, l'audit. Qu'il soit commandité par l'État ou... Voilà, non, non, l'audit, ça peut être commandité par l'État si c'est transparent et si les citoyens y ont accès, etc. Bien sûr. Bien sûr, l'audit n'est intéressant que s'il est citoyen. Si c'est un truc d'expert caché et non transparent, ça n'a aucun intérêt, ça n'existe pas, ça n'aboutira pas, évidemment. Ça n'aboutira pas comme l'audit de l'Équateur a abouti, qui était un audit citoyen. Même s'il y avait des experts qui étaient mandatés, ils ont ouvert les livres de compte et ils ont publié leurs travaux. C'était clair. Mais en France, il n'y a pas d'audit en cours, parce qu'on essaie de faire des audits des hôpitaux, les audits des prêts toxiques des villes. C'est très difficile, on y arrive un petit peu, à Dijon, à Rouen, mais enfin c'est très difficile. Il y a eu un audit citoyen à Madrid. Alors, ça c'est intéressant, en Espagne, effectivement, à Barcelone, à Madrid, etc., il y a des maires qui ont été élus qui sont pour faire un audit. Voilà, et c'est en cours. Comment ? Je crois qu'ils ont commencé le travail, oui, ça c'est vraiment très intéressant, parce que les gouvernements ne veulent pas le faire, mais les villes vont le faire. Et les villes ont vraiment un rôle très intéressant à jouer, que ce soit au niveau de l'audit, au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai que les gouvernements refusent de le faire, parce que les gouvernements sont totalement complices de la finance internationale, on le voit bien, mais pas nécessairement les villes comme Barcelone ou Madrid ou d'autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là, oui. Et qu'est-ce que vous pensez du cas d'Islande ? Le cas de l'Islande est un cas intéressant, puisque, mais bon, c'est un tout petit pays. C'est le seul gouvernement qui a mis ses banquiers en prison et qui n'a pas accepté de prendre en charge les dettes des banques qui avaient fait faillite. C'est un cas très intéressant. Mais, c'est pas mais, la population islandaise est responsable de ça. Grâce à ces casserolades, il y a eu jusqu'à 50 000 personnes sur une population de 300 000 habitants qui ont manifesté pour que le pays ne prenne pas en charge les dettes de Landbanski, je sais pas quoi, Icesave, enfin bon, bref, quelques banques qui avaient fait n'importe quoi. Et c'est vrai que l'Islande, du coup, a dit qu'elle ne voulait plus rentrer dans l'Europe. Et elle s'en sort en fait beaucoup mieux que les pays européens, et particulièrement que la Grèce ou que le Portugal. Oui, l'Islande a pratiqué, n'a pas fait un audit, mais a dit non, c'est pas légitime, c'est pas à nous de prendre ça en charge, et ils n'ont pas pris en charge les pertes des deux banques privées qui ont fait faillite, qui étaient de plusieurs milliards, donc pour un pays de 350 000 habitants, c'était très lourd. Est-ce que la dette est responsable de la France africaine? Est-ce que l'intervention de la France en Mali, est-ce que la dette a pu avoir un impact sur... On n'entend pas ce que tu dis, il faut rêver. Est-ce que la dette a pu avoir un impact sur l'intervention de la France en Mali? Évidemment, de toute façon, la dette, c'est le moyen d'asservissement de ces pays-là. Pourquoi le Mali n'a pas d'armée? Pourquoi il n'est pas capable de se défendre? Pourquoi il n'arrive pas à exister? Pourquoi il y a une corruption énorme? Parce que c'est très commode. Il faut absolument que ces pays soient corrompus pour que des pays comme la France aient accès à leurs ressources, dirigent ces pays, etc. C'est une évidence. Et alors évidemment, là on se retrouve dans un cas de figure un peu délicat, c'est que comme ces pays sont extrêmement corrompus parce qu'on les a corrompus et parce qu'on empêche de véritables démocrates de prendre le pouvoir, quand arrive un truc comme AQMI, etc., ils ne sont pas capables de se défendre. Mais c'est évident que le Niger et tous les pays francophones les ex-colonies françaises sont un peu dans ce cas-là. En plus, je ne sais pas si le Niger, mais je crois qu'il y a le franc CFA qui est encore une horreur économique, un système d'esclavage financier très bien organisé. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, justement, en fait, je voulais parler du cas du CFA, franc CFA. Oui, le franc CFA, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une horreur, puisque le franc CFA, il est aligné sur l'euro. Et c'est exactement le problème de la Grèce aujourd'hui, c'est que l'euro est beaucoup trop fort. L'euro, c'est un marque, en fait. L'Europe s'est construite
l'Allemagne n'a accepté d'abandonner le marque que si la Constitution européenne reproduisait l'ordolibéralisme allemand. Et l'ordolibéralisme allemand, c'est 3% de déficit, 3% de déficit, 60% de dette et le système de la concurrence libre et non faussée, le système ultralibéral. Et donc, en fait, on se retrouve en Europe avec un euro qui est au niveau du marque. Aujourd'hui, il a rebaissé un petit peu, mais les Africains qui ont le franc CFA, ils ont un franc qui est aligné sur l'euro marque. Évidemment, ça ne correspond absolument pas. Ils ne peuvent pas faire de dévaluation compétitive, ils ont un franc qui est beaucoup trop fort pour eux et qui est géré en plus par le Trésor français. Donc ça n'a aucun sens. Pourquoi ils n'en sortent pas alors qu'ils ont tout intérêt à en sortir? On retombe dans cette problématique de la corruption, de la mainmise etc. Pourquoi Gbagbo a été remplacé par Ouattara? Ouattara, en Côte d'Ivoire, qui sait, c'est un ancien du FMI. Et donc il applique les systèmes ultralibéraux et ça plaît beaucoup à la France, puisqu'il y a beaucoup de Français en Côte d'Ivoire qui développent des entreprises, etc. Il y a beaucoup d'argent. Voilà, Ouattara, c'était beaucoup plus intéressant pour la France que Gbagbo. Donc le franc CFA, moi je vais pas faire de longues dissertations là-dessus parce que c'est pas un truc que je connais très bien, mais il est évident qu'il y a deux moyens dans la compétition et la concurrence qui est une horreur, mais quand même elle existe, c'est le niveau des salaires et la valeur de la monnaie. Donc en Europe, on s'est enlevé la valeur de la monnaie, mais tous les pays qui sont sous le franc CFA n'ont pas non plus accès à la valeur de la monnaie. Ils subissent une monnaie à un niveau qui est figé, qui est décidé par Draghi, par la BCE. C'est quand même incroyable que ce soit Draghi qui fixe le niveau du franc CFA, parce que c'est ça la réalité. Et c'est complètement dément. Est-ce que vous voyez des moyens assez pratiques pour faire tomber ce genre de personnes? Je ne sais pas quels sont les moyens. Les moyens, c'est de le dénoncer. Au-delà de la dénonciation, je pense que la sensibilisation elle est importante. Oui, c'est ça, ce que j'appelle dénonciation, sensibilisation, c'est ça. Il y a une question qui commence à être Comment? Il y a une question qui commence à être urgente quand on voit que le sujet il peut réunir autant les luttes sociales et les luttes écologiques. La dette et l'extractivisme, quand même, ça oui, mais vous voyez combien on est? Je veux dire, on devrait être 10 000. C'est terrible. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je fais que ça. Hier, j'en ai fait une conférence. Avant-hier, j'en ai fait deux. Justement, est-ce que vous voyez une émergence de foyer de résistance ou... Non. Franchement, non. C'est terrible. Non, mais ça fait rien. On fait ce qu'on peut. Et puis, il y a un moment donné où il y a des événements qui vont faire que la parole qu'on porte, elle aura du sens. Je veux dire, aujourd'hui, on peut aussi réfléchir sur un plan extractiviste avec ce qui se passe, pourquoi Daesh existe, pourquoi il vient chez nous, etc., pourquoi on fait la guerre à l'étranger, pourquoi... il y a toute une vision de domination, d'asservissement et de pillage extractiviste qui sont là-dessous pour moi. C'est très évident, comme l'intervention de l'armée française au Mali. Si l'armée française n'était pas intervenue au Mali, eh bien, il n'y aurait plus de possibilité d'atteindre l'uranium du Niger. Hein. C'est évident. En plus, sous le Mali, au Mali, il y a de l'or, il y a de l'eau, il y a une nappe d'eau fossile. Enfin, il y a beaucoup de choses. La France a tout intérêt à maintenir dans une optique de pillage sa patte sur tous ces pays-là. Ça lui permet en plus d'avoir des votes à l'ONU, ça lui permet beaucoup de choses. Bon, on le sait. Mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'on maintient des pays dans une pauvreté terrible. Au Niger, ça fait 40 ans qu'on exploite l'uranium. 40% de l'uranium du Niger fait tourner nos belles centrales et les habitants du Niger sont les plus pauvres de la planète. Donc c'est monstrueux, quoi. Je veux dire, en plus, ils crèvent à moitié de faim chaque fois qu'il y a une sécheresse. Avec El Niño, certainement que la température va monter. Ça va être terrible au Niger, comme dans tous les pays du Sahel. Et voilà, et nous, on dit, ah, mais nous, c'est formidable, c'est la moins chère du monde, c'est formidable grâce à nous. Mais c'est du vol, c'est du pillage, c'est une horreur, quoi.
Et en plus, c'est mensonger, parce que l'électricité nucléaire devrait être extrêmement chère. Comment vous suivez, en tant que président du SADTM, comment vous suivez tout ce qui va être traité de libre-échange ou accord de partenariat économique, notamment celui avec Ouattara, qui signe aussi en Afrique de l'Ouest, et l'UE qui n'a pas tardé à être signé, quoi. Comment vous suivez ça? Celui avec le Canada va pas tarder à être signé, c'est ça? Non, entre la CEDEAO et l'UE en Afrique, notamment avec l'arrivée de Ouattara. Enfin, comment vous suivez ça, en fait? On le suit avec nos petites forces, on fait ce qu'on peut, hein, comme vous chez Survie, mais il est évident que les accords de partenariat économique, c'est un approfondissement de ce système de libre-échange qui est toujours défavorable aux pays de la périphérie par rapport aux pays du centre. De la même manière que faire l'Europe avec la Grèce et les pays du sud de l'Europe qui n'avaient pas les moyens économiques, la structure économique pour être en concurrence véritable avec l'Allemagne, sont perdants. Eh bien, les pays qui rentrent en libre-échange avec l'Europe, grâce aux accords de libre-échange ou aux APE, les accords de partenariat économique, ils vont être perdants. Ils sont nécessairement perdants. Et nous, on est gagnants, parce qu'on va pouvoir avoir encore plus leurs matières premières et pour pain rond et les obliger à ouvrir la frontière pour avoir nos produits finis qu'on a fait à la limite avec leurs matières premières. Et c'est ce qu'on appelle l'échange inégal. Et on leur impose ça parce qu'on a les moyens de leur imposer, puisqu'ils sont avec des dettes qu'ils n'arrivent pas à payer, donc on leur donne une petite ressucée. C'est comme les C2D, vous connaissez ça, les contrats des endettements développement. Vous connaissez ça, non? Ça, c'est la belle arnaque, ça. Les C2D, vous n'arrivez pas à payer votre dette, vous, le Cameroun, ou par exemple, ça existe au Cameroun. Alors donc, cette dette que vous n'arrivez pas à payer, vous allez faire une chose. Vous allez la mettre dans une caisse, vous n'allez pas me la donner à moi, à la France, vous me la devez, hein, c'est une dette bilatérale, vous allez la mettre dans une caisse, et moi, Français, je vais vous dire ce que vous allez en faire. L'argent va rester dans votre pays, mais c'est moi qui vais vous dire, à travers l'AFD, hein, l'Agence française de développement, sur quoi vous allez investir cet argent que vous avez économisé. Et donc moi, France, je vais dire que cette somme-là, eh bien, c'est de l'aide publique au développement. C'est formidable, non? Hein? Ça, c'est pas cynique, ça. Voilà, et ça, c'est les C2D, les contrats d'aide et développement. Donc voilà, les accords de partenariat économique, les ALE, tout ça, c'est des horreurs qui permettent aux détenteurs de capitaux du Sud et du Nord de faire beaucoup d'argent au détriment de la population. Voilà, il faut les analyser comme ça. Après, en détail, bon, chaque accord de partenariat, c'est exactement... Moi, je lisais un article dans Le Monde aujourd'hui sur le TAFTA. Et il paraît qu'en Allemagne et en Hollande, je ne sais plus dans quel pays, les entreprises moyennes commencent à s'apercevoir qu'elles vont beaucoup perdre si le TAFTA est signé. Eh bien oui, il serait temps. Parce que ne gagneront de l'argent que les grandes entreprises, que les actionnaires des grandes entreprises, des banques et des transnationales. C'est tout. Le reste de la population va beaucoup perdre. C'est une évidence. Je veux dire, on voit le truc sur les gaz de schiste. On a réussi à résister en France, mais si le TAFTA est signé, et si un jour, et certainement ça se produira, le prix du pétrole va remonter, on va avoir les compagnies américaines qui vont venir, qui vont dire, moi j'exploite ici, hein. Ah, vous voulez pas? Ah bah ok, allez, juge arbitral, on va voir ce que décide le juge arbitral, si c'est vous, gouvernement français, qui ne voulez pas, voilà. Et donc on a des exemples comme ça, vous connaissez l'histoire de Lone Pine, non? Lone Pine, c'est une entreprise américaine qui voulait exploiter les gaz de schiste au Québec. Et le gouvernement du Québec a dit non, on n'exploite pas les gaz de schiste au Québec parce que ça marche pas, c'est pas bon pour la nature, ça fait de la pollution, etc. Et bien, le Lone Pine a été devant un juge arbitral et le Québec va être condamné à payer 250 millions ou bien à changer ses lois, à accepter que Lone Pine exploite les gaz de schiste au Québec. Et donc c'est dans le TAFTA, c'est ça qu'on va avoir. Hein. C'est s'il y a un différend entre un gouvernement et une entreprise, eh bien c'est juge arbitral, et on sait très bien, depuis que l'ALENA a été signée en 1994 entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, que
les gouvernements perdent toujours. Ce sont les entreprises qui gagnent devant les juges arbitraux. Donc le TAFTA, tous ces accords de libre-échange, c'est des horreurs pour permettre aux actionnaires des transnationales de gagner encore plus d'argent et de polluer encore plus, de pouvoir exploiter les gaz de schiste, de faire n'importe quoi du moment qu'il y a du profit. Voilà, et l'ONPA, il a dit, moi, je n'ai pas perdu de l'argent, je n'ai pas gagné 250 millions ou 500 millions, donc vous me devez de l'argent. Formidable. C'est terrible. Si le TAFTA est signé, ça va être effroyable. Mais c'est ce que vivent les pays africains, par contre. C'est ça ce qu'ils vivent avec ces accords de libre-échange. Parce qu'en fait, les accords de Doha de 2001 n'ont jamais été signés, et en échange, eh bien, à la place de ces accords de Doha, c'est des accords inter-pays, inter-Europe, un pays, ou bien voilà, des accords plus locaux, au lieu des accords généraux, globaux, comme ceux de l'OMC. J'ai deux interrogations. Là, je me pose une question, c'est que une question d'actualité par rapport aux événements qui sont passés en France. J'ai appris que, vous allez peut-être me confirmer, que la France était quand même le deuxième vendeur d'armes. Ah, je ne sais pas si c'est le deuxième vendeur d'armes, parce qu'il y a quand même les Russes qui se défendent bien. Hein. On est pas mal en France. Oui, depuis qu'on était faire la guerre en Libye, les Rafales, on les vend bien. Hein. C'était mieux que le salon du Bourget. Hein. On est quand même pas mal, et puis bon, j'ai regardé comment se finançait un groupe de terroristes, quand je pense que ces gens-là commercent avec des barils de pétrole à moitié prix. Alors moi aujourd'hui je me pose la question, si je ne mets pas du carburant, arriver que nos chers, vous avez parlé Total, tous les groupes pétroliers n'achètent pas du pétrole à ces terroristes, si. Et que moi je les mets dans mon... Mais aujourd'hui j'ai lu un article là-dessus, et effectivement on pense que l'Europe achète du pétrole à Daesh. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le débat. Je vous propose peut-être si vous voulez poursuivre, d'aller vers la table de presse. On a quelques exemplaires du livre de Nicolas qui sont présents, ainsi que des publications de l'association Survie Gironde. Je pense que Nicolas sera un plaisir de signer sur les livres si vous le souhaitez. Et je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout, malgré le froid dans la salle. C'était vraiment pas facile. Désolé pour ces conditions un peu extrêmes aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité de la conférence et de la présence de Nicolas malgré tout. Merci en tout cas. Merci beaucoup.